Souhaiterais-tu changer ta mentalité? Souhaiterais-tu également transformer ta façon de penser afin de devenir millionnaire? Alors c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans le 28e épisode du podcast Les résumés du succès. On résume ensemble aujourd'hui les secrets d'un esprit millionnaire. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 28, on continue sur notre lancée. Aujourd'hui, un livre tout aussi impactant que les autres. Cette fois-ci, c'est un conseiller en gestion de patrimoine qui nous l'a conseillé à moi et ma femme lors de notre premier rendez-vous. On devait le lire en une semaine et je l'ai lu, écouté en 24 heures. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Il s'agit du livre « Les secrets d'un esprit millionnaire » de Harv Eker, publié en 2005. C'est un livre de développement personnel, et oui, encore un, on continue, mais ce livre est davantage axé sur la mentalité que sur la technique. Il nous invite à examiner notre esprit pour découvrir quelles pensées nous bloquent dans la relation avec l'argent. Le livre est divisé en deux parties. La première explique le schéma de l'argent, ta manière de penser et de te comporter face à l'argent. La seconde partie, elle décrit 17 dossiers, 17 attitudes qui distinguent les riches des pauvres et les actions à entreprendre pour adopter ces façons de penser et transformer ton propre schéma financier. Allez, on commence avec la partie 1. Dans la première partie, Eker explique que nos résultats économiques proviennent directement de notre mentalité. Alors, si nous voulons changer nos résultats, cela veut dire que nous devons d'abord changer notre manière de penser. Eker, il nous parle ici d'un thermostat qui monte et qui descend, et c'est à nous de définir la température qu'il affiche. On peut faire qu'il monte ou qu'il descende en fonction de nos pensées, nos sentiments et nos actions, et tout cela provoque le résultat. Il propose alors une formule simple, appelée le processus de manifestation, qui décrit comment nous créons notre réalité et notre richesse. Notre programmation passée, donc c'est ce qu'on a vécu, les enseignements que l'on a reçus dans notre enfance, vont engendrer nos pensées. Alors la formule est la suivante. P pour pensée, S pour sentiment, A pour action, et tout ça, c'est égal à nos résultats. Ce qui veut dire ici que nos pensées produisent nos sentiments, nos émotions ou nos sentiments guident nos actions, et nos actions déterminent nos résultats. Il nous dit alors, Eker, que tout cela peut être reprogrammable. Alors, l'équation n'est plus la même. On va rajouter un P devant pour programmation. Alors, le résultat, l'équation est la suivante. La programmation mentale produit donc nos pensées, qui produisent nos sentiments, qui elles-mêmes guident nos actions, et enfin, nos actions déterminent les résultats que nous obtenons. Alors, cette chaîne que nous avons vue ici montre que nos résultats financiers découlent de notre programmation mentale. Et cette programmation, elle vient de 3 sources principales. La programmation verbale, c'est ce que nous avons entendu dans notre enfance. Par exemple, l'argent est la racine de tous les maux. Bien, on va voir que c'est faux. La deuxième source, c'est le modèle de référence. Les comportements observés chez nos parents, enseignants ou tuteurs. Par exemple, épargner pour les mauvais jours. C'est ce qu'on a toujours entendu. Eh bien, justement, si on épargne pour les mauvais jours, on va attirer justement ces mauvais jours. La troisième source, ce sont les incidents marquants. Ce sont des expériences fortes que l'on a vécues, comme des disputes familiales liées à l'argent. Ça peut associer l'argent à la douleur. Et tout ça, ces 3 sources-là, peuvent être ancrées dans notre vie à jamais. Et on va voir ici que tout ça peut être reprogrammable.
Ainsi, notre schéma de l'argent se construit à partir de ces croyances et les expériences que nous avons vécues. À partir de ces trois éléments, ces trois sources que nous avons évoquées ici, la programmation verbale, les modèles de référence et les incidents que l'on a vécus qui nous ont marqués, maintenant, on doit les identifier. Alors, pour les identifier, il y a 4 étapes, selon ce que nous dit Eker ici. On doit les suivre pas à pas. La première étape, c'est la prise de conscience. On ne peut pas changer quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Par exemple, tu te rends compte que depuis toujours, tu dis ou tu entends tes proches dire ce qui suit. Par exemple, on te dit l'argent ne pousse pas sur les arbres, les riches sont des profiteurs, il faut travailler dur pour mériter sa vie. Et la prise de conscience que tu dois avoir, c'est que tu observes que ces phrases sont enracinées en toi. Tu remarques que tu ressens de la culpabilité ou du malaise quand tu gagnes de l'argent, ou quand tu vois quelqu'un de riche réussir. Le but ici, c'est d'identifier le message verbal qui t'a marqué et reconnaître qu'il influence encore tes comportements et les émotions face à l'argent. Donc la première étape, c'était la prise de conscience. Réfléchis aux phrases qui sont enracinées en toi. Identifie le message qui t'a marqué et reconnais qu'il influence tes comportements aujourd'hui. Ça, c'est la première étape. Allez, on passe à la seconde étape maintenant, c'est la compréhension. Parce que tu dois comprendre l'origine de ta façon de penser. Et tu dois réaliser que cette manière de penser n'est pas la tienne. Par exemple, tu réfléchis et tu te rappelles que ton père te disait souvent « les riches exploitent les pauvres ». Et alors tu comprends que cette idée vient de son expérience à lui et pas la tienne. Il a peut-être eu un patron injuste qui l'a fait souffrir financièrement. Et alors tu réalises que cette croyance n'est pas universelle, mais qu'elle t'a été transmise par ton environnement familial. Et le but ici, c'est de comprendre d'où vient ta croyance et de réaliser qu'elle n'est pas toi, mais une programmation héritée de ta famille ou héritée de ton expérience. On a vu la deuxième étape qui était de comprendre l'origine de notre façon de penser. La troisième étape maintenant, c'est la dissociation. Une fois que tu comprends que cette pensée ne t'appartient pas, alors tu peux t'en détacher et décider si tu veux la garder ou t'en débarrasser. Tu dois te dire que ce n'est pas ta croyance, c'est celle de tes parents, c'est celle des autres qui ont influencé ta vie. Mais toi, tu peux voir les choses autrement. Tu peux décider consciemment aujourd'hui de remplacer cette pensée par une nouvelle qui peut t'aider. Par exemple, tu peux te dire « l'argent est un outil qui me permet de contribuer davantage et de vivre librement ». Tu vois la différence ? Alors commence à observer les gens riches différemment. Certains sont généreux, inspirants, créateurs de valeur. Le but ici de cette troisième étape, c'est que tu dois te dissocier, te détacher de ces comportements, de ces pensées qui ne sont pas les tiennes. Et tu dois adopter une nouvelle croyance que tu choisis consciemment. Prends ta vie en main. Qu'est-ce qu'on a vu ici ? Ce sont les 3 étapes de prise de conscience, de compréhension et de détachement. Tu dois prendre conscience des mots que tu dis, des croyances ou des programmations qui te limitent et qui sont en toi. La deuxième étape, tu dois comprendre d'où elles viennent. Et la troisième, tu dois également t'éloigner d'elles si tu considères qu'elles ne t'appartiennent pas ou qu'elles ne t'aident pas à avancer. Ici, je t'invite à lire le livre surtout. Procure-toi-le, même si c'est un résumé que je t'offre ici. Lis-le surtout. La première partie, elle peut vraiment faire un déclic en toi. Elle t'invite à faire une introspection et à aller chercher loin en toi la source des potentiels problèmes d'argent dans ton quotidien. Allez, on passe à la deuxième partie, puisqu'en fait, c'est plus la 4e étape. C'est le reconditionnement. Dans cette deuxième partie, on va savoir ce qu'est le reconditionnement. Ici, Eker, il nous propose 17 fichiers de richesse.
qu'on va voir ensemble avec des exemples concrets pour les appliquer. Alors, une fois que tu as éliminé les pensées négatives ou inutiles, celles qui ne t'aident pas à devenir riche, tu vas les remplacer par de nouvelles pensées positives, des pensées qui t'aident, qui te servent d'outil vers la liberté financière ou, comme le dit Eker, vers ta mentalité de millionnaire, ton esprit de millionnaire. Dans le livre, le reconditionnement consiste, la reprogrammation consiste à adopter 17 dossiers. Ces 17 fichiers que Eker présente dans le livre sont 17 façons de penser qui distinguent les riches des pauvres. Alors, ce n'est pas un jugement moral, mais une manière claire de montrer la différence. Les riches pensent et agissent d'une certaine façon, et les pauvres pensent et agissent d'une autre façon. C'est comme ça que sont définis ces 17 fichiers. Dans ces 17 fichiers, Eker, ici, il explique comment pensent les riches et comment pensent les pauvres, et quelles actions tu peux mettre en pratique pour adopter la mentalité des riches. Allez, on passe au fichier numéro 1, qui est « Les riches pensent, je crée ma vie. Les pauvres pensent, la vie m'arrive. » Alors, si tu veux créer de la richesse, il est indispensable de croire que tu es aux commandes de ta vie, et notamment de ta vie financière. Les personnes pauvres, au contraire, pensent que tout ce qui leur arrive est le fruit des circonstances de la malchance des autres. Eker appelle ça la mentalité de victime. On ne doit pas penser comme une victime, parce que penser comme une victime, c'est blâmer les autres, le gouvernement, son patron, son partenaire, la société. Penser comme une victime, c'est aussi trouver des justifications tout le temps. Le bonheur, par exemple, ne dépend pas de l'argent, ce n'est pas le bon moment. Penser comme une victime, c'est se plaindre constamment. Rien ne va, je n'ai pas de chance. Mais ce qu'on va voir ici, c'est qu'une victime n'attire qu'une chose. Il attire seulement l'attention, mais jamais l'argent. Aucune personne riche ne pense comme une victime. Alors ce que tu dois faire ici, c'est que tu dois t'engager à ne plus jouer le rôle de victime pendant au moins une semaine. Tu peux essayer. Chaque fois que tu te surprends en train de te plaindre ou de te justifier, rappelle-toi que tu es en train de t'égorger économiquement, comme le dit Eker. Essaie de voir et de changer ce rôle de victime. Ne sois plus une victime, passe à l'action. Ne t'éloigne pas de toi-même, de la réussite et prends tes responsabilités. Allez, on passe au fichier numéro 2, qui est « Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. » Alors, les riches sortent de leur zone de confort et se concentrent sur la création de richesse et d'abondance. Par contre, les pauvres, au contraire, ils cherchent seulement à survivre, à payer leurs factures et à vivre confortablement et à rester à flot. Alors nous, la classe moyenne, on n'est pas très différents. On cherche surtout la sécurité et la stabilité. Alors que les riches, au contraire, ils visent la croissance, la liberté et l'abondance. Alors ce qui nous invite à faire ici, Eker, c'est qu'on doit définir nos objectifs financiers. On doit décider de notre revenu idéal et de la fortune que l'on souhaite avoir. Alors je t'invite ici à écrire tes objectifs, réalistes mais mesurables, avec une date définie. Parce que si on n'a pas défini une date, on ne peut pas savoir où on va. Et engage-toi à créer de la richesse et abondance pour les atteindre. Le fichier numéro 3, c'est « Les riches s'engagent à devenir riches, les pauvres aimeraient être riches ». Alors la clé ici, c'est l'action. Les riches s'engagent réellement à devenir riches, ils se fixent des buts, des objectifs clés, clairs, et y mettent toute leur énergie. La plupart des gens, la plupart d'entre nous, je m'inclus, on voudrait être riche, mais on ne prend pas aucune décision concrète
pour que cela arrive. Alors l'action qu'il nous propose ici Eker, c'est que on doit écrire pourquoi il est important pour nous de créer de la richesse. Quelles sont nos vraies motivations? Si ton seul but est d'être à l'aise, alors tu n'as pas la mentalité d'un riche. Eker nous donne une formule ici d'engagement. On doit écrire sur papier nos objectifs, ce que l'on a envie d'obtenir, et on va le partager avec quelqu'un. On va l'afficher quelque part dans notre bureau, dans notre chambre quand on se réveille pour l'avoir en face de nous. Et tu vas écrire « Je m'engage à devenir riche à telle date, avec un tel montant. » Et on va le lire tous les jours. Allez, le fichier numéro 4. Les riches pensent en grand. Les pauvres pensent en petit. Alors, je te pose une question ici. Comment veux-tu jouer le jeu de la vie? En grand ou en petit? Parce que la plupart des gens, la plupart d'entre nous, ont choisi petit. Parce qu'on a peur. Parce qu'on croit ne pas le mériter. Et pourtant, le but de la vie, c'est d'apporter de la valeur aux autres. Le monde n'a pas besoin de personnes qui se cachent, mais de leaders qui cherchent à obtenir et à aider le plus de gens possible. Allez, des actions à faire ici, pour ce dossier-là, c'est identifier nos talents naturels. On va aussi se demander comment on peut utiliser nos talents pour aider plus de gens. Et également, on va chercher 3 stratégies pour multiplier par 10 le nombre de personnes que tu peux aider aujourd'hui. Le but, c'est d'ajouter de la valeur au monde. Fichier numéro 5, dossier numéro 5 de richesse, on continue. Il y en a 17, donc il va falloir que je me dépêche un peu. Donc, les riches se concentrent sur les opportunités. Les pauvres se concentrent sur les obstacles. Et oui, parce que les pauvres voient les problèmes comme des murs infranchissables, alors que les riches, eux, au contraire, voient des possibilités là où les autres voient des risques. Ils ne se demandent pas « est-ce que ça va marcher ?» Ils affirment, au contraire, « ça va marcher parce que je vais faire en sorte que ça marche ». Ici, on voit bien la différence. On se pose la question « est-ce que ça va marcher ?» alors que les riches, ils disent « ça va marcher parce que je vais faire en sorte que ça marche ». Mais alors ici, attention, parce que prendre des risques ne veut pas dire agir sans réfléchir. Les riches prennent des risques calculés, fondés sur la recherche et la préparation. Alors, les riches s'appuient surtout sur les données. Ils analysent, ils réfléchissent et prennent des décisions en fonction des faits réels. Les pauvres, au contraire, se concentrent sur les obstacles. Alors, quelles idées, quelles actions nous propose Eker à propos de ce dossier numéro 5? Alors, l'idée clé pour tout entrepreneur ici, il y a une partie qui est intéressante ici, c'est que tu vas penser à un projet que tu as toujours voulu lancer. Tu vas te concentrer sur ce projet et oublier tout le reste. Tu vas commencer là où tu es aujourd'hui et tu vas te mettre en marche, tu vas passer à l'action pour le lancer. Je t'invite à le faire, Trouve un projet qui t'intéresse, qui te motive et concentre-toi là-dessus. Pendant les prochains 60 jours, par exemple, lance-toi là-dessus à fond. Et même si ton action est imparfaite, tu dois passer à l'action. Bouge, agis, démarre vraiment et lance-toi maintenant. Tu pourras ensuite corriger ta trajectoire sur le chemin, ajuster ce qui ne va pas, mais au moins tu auras démarré. Et je te donne un exemple ici de comparaison. Imagine, tu démarres ta voiture. Une fois qu'elle est en marche, il est beaucoup plus facile d'accélérer. Bien plus facile quand tu es en marche d'accélérer que de démarrer et de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. C'est très difficile. Parce qu'il faut avoir une super voiture pour passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Il vaut mieux démarrer et rester constant. Et accélérer petit à petit, jusqu'à atteindre ta vitesse de croisière. Alors, ce dossier-là
Numéro 5, il nous invite à passer à l'action et à nous concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Allez, le dossier numéro 6. Les riches admirent les gens riches et prospères. Les pauvres, eux, au contraire, ils critiquent et détestent. C'est un sujet délicat parce que la jalousie est naturelle chez beaucoup de gens, chez beaucoup d'entre nous. Mais ce que l'auteur, en fait, Eker, il nous dit ici, c'est qu'il faut éviter les pensées négatives à propos des riches et même à propos des autres. Souvent, on entend dire, ces riches, quelle chance ils ont. Ils doivent être arrogants, malhonnêtes. Et tous ces mots-là, c'est mauvais. On associe spontanément la richesse à la négativité. Mais si tu veux progresser, tu dois changer ce regard vis-à-vis des autres, vis-à-vis des riches également. Tu n'apprendras jamais de quelqu'un que tu méprises. En revanche, si tu arrêtes de les juger et que tu commences à les observer avec admiration, alors tu vas te demander, comment a-t-il fait pour arriver là? Comment a-t-il fait pour réussir? Comment a-t-il fait pour devenir riche? Quelle stratégie a-t-il utilisée? Et à ce moment-là, tu orientes ton esprit vers la recherche, vers l'imitation des bonnes pratiques et tu transformes ton regard en inspiration. Tu vois la différence? Alors les actions que je t'invite à faire ici, c'est d'arrêter de mépriser les riches, de penser négativement sur les riches et sur les autres. Admire-les, inspire-toi d'eux, prends-les pour modèle. Demande-toi quelles actions dois-je entreprendre moi-même pour atteindre ce niveau. Allez, on passe au dossier numéro 7 qui est « Les riches se lient à des gens prospères, les pauvres se lient à des gens sans succès ». Bon, ce dossier-là, il est dans la continuité du précédent que nous venons de voir. Mais Kerr, il nous dit ici que le moyen le plus rapide de créer de la richesse, c'est d'imiter ceux qui ont réussi, de suivre le chemin de ceux qui ont réussi et qui ont eu du succès. Un peu comme Tony Robbins parle souvent. Il parle de la modélisation. D'ailleurs, on a résumé un livre, Le pouvoir illimité, sur Tony Robbins, et je t'invite à aller l'écouter. Il est très intéressant. Tony Robbins, en fait, il dit que si quelqu'un a obtenu un résultat, alors fais ce qu'il a fait et tu obtiendras les mêmes résultats. Les pauvres, eux, préfèrent critiquer de loin. Tiens, il passe dans la rue, il dit « Regarde celui-là avec sa voiture là de riche, encore un qui se croit supérieur. » Mais alors, si tu penses comme ça, si tu méprises quelque chose, quelqu'un, tu ne pourras jamais t'en inspirer. Alors, je t'invite ici à t'entourer de gens positifs, de gens prospères, de gens qui réussissent. Jim Rohn, il disait dans son livre qu'on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Alors, choisis bien ton entourage. Si tu passes du temps avec 5 personnes ambitieuses et déterminées, tu finiras par penser et parler et agir comme elles. Ce que tu peux faire ici, une action en plus que je te rajoute, c'est que tu peux lire les biographies des personnes riches, des personnes qui ont réussi. Informe-toi sur leur stratégie, comment ils ont réussi, comment ils en sont arrivés là. Tu verras alors que la plupart ne sont pas nés riches. Elles ont bâti leur réussite. Et cela n'a rien à voir avec la chance, mais avec le travail acharné, la discipline et la persévérance. Allez, fichier numéro 8, c'est les riches aiment se promouvoir eux-mêmes et les pauvres pensent négativement de l'autopromotion. Celui-ci est très intéressant parce que les riches, en fait, ils n'ont pas peur de parler de ce qu'ils font, de promouvoir leurs produits, leurs services, leurs idées, leurs passions. Ils savent vendre. Être un bon vendeur, c'est être un leader, inspiré, motivé, communiquer et même avec enthousiasme. Alors tu dois être un expert en leadership, en vente,
que tu vendes peut-être un produit, un service ou même toi-même, par exemple lors d'un entretien d'embauche. Tu dois te vendre et savoir le faire. Ce que je t'invite ici, c'est peut-être même de te former au marketing et à la vente. Parce que l'auteur ici il nous suggère un exercice, une action à mettre en place. Tu dois noter tout ce que tu vends, tous tes services que tu offres, tes qualités, tes défauts, tout ce qui te permet de vendre. Et donne à chacun une note de 1 à 10, selon la qualité ou la valeur que tu penses offrir aux autres. Je t'invite à prendre une feuille, à noter tes 10 offres, tes 10 services que tu proposes dans ton travail, dans ton quotidien, même à ta famille, à tes amis. Et tu vas les noter entre 1 et 10. Et alors là, tu vas après vérifier tes notes. Si le score est entre 7 et 9, alors améliore-le jusqu'à atteindre 10. Si le score est entre 6 ou moins, alors arrête immédiatement de proposer ce service. Et garde les produits ou services qui sont entre 7 et 9. Parce que si toi-même, tu n'y crois pas, si tu n'es pas convaincu de ce que tu vends, de ce que tu offres aux autres, alors les autres ne le seront pas non plus. Ils ne seront pas convaincus par ce que tu proposes et n'achèteront pas. Ne te feront pas confiance. Alors travaille avec tes valeurs, avec tes services qui sont excellents à tes yeux et dans lesquels tu crois à 100%. Et améliore-les jusqu'à atteindre la note de 10. Allez, le fichier numéro 9. Les riches sont plus grands que leurs problèmes et les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Alors le secret du succès ici, ce n'est pas d'éviter les problèmes. Les problèmes existeront toujours. Ce n'est pas non plus de s'en débarrasser ou de les fuir. Le secret, en fait, c'est de grandir au point d'être plus grand que n'importe quel problème qui s'impose devant nous. Les riches ne se concentrent pas sur le problème en lui-même, mais sur la solution et sur la vision qu'ils peuvent et qu'ils veulent atteindre. Pour eux, le problème n'est qu'un obstacle temporaire sur le chemin de leur but, de leur objectif. Ils ne se plaignent jamais, ils travaillent sur la solution et pas sur le problème. Et souvent, ils créent même des systèmes pour que ce problème ne se reproduise plus. Devenir un expert en résolution de problèmes te rendra imparable. Donc quand un obstacle se présentera à nous, tu vas te dire « Ok, je sais que je vais le surmonter. » Parce que je l'ai déjà fait auparavant. Alors une action ici que je t'invite à faire, c'est que tu vas écrire un problème par écrit que tu rencontres actuellement. Et tu vas noter 10 actions possibles pour le résoudre, le prévenir ou en réduire l'impact sur toi et sur ton entourage. Alors tu verras qu'en te concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes, tu te sentiras plus fort, plus confiant et plus positif. Parce qu'une fois encore, tu diriges ton attention vers ce que tu veux créer et non pas vers ce que tu veux éviter. On doit accepter ce qu'on nous donne. Notre conditionnement mental fait que la plupart des gens ont du mal à recevoir. Quand on nous offre un cadeau ou un compliment, on se sent souvent obligé de rendre l'appareil. Comme si on devait rembourser ce geste. On n'accepte pas pleinement que c'est simplement un cadeau ou un acte positif. Alors que les riches, eux, n'ont pas ce problème. Ils savent recevoir avec gratitude. Alors qu'est-ce que tu peux faire ici pour changer ça? Tu dois simplement pratiquer l'art d'être un excellent récepteur. Tu dois remercier sincèrement les compliments sans chercher à les rendre. Tu dois accepter les cadeaux et les marques d'attention comme ce qu'ils sont. Ce sont des dons. Tu dois les accepter. Célèbre avec enthousiasme chaque rentrée d'argent, même petite, parce que si tu ne les acceptes pas, si tu ne les célèbres pas, eh bien, tu dis à l'univers que tu refuses
toute augmentation de salaire ou d'entrée d'argent. Et c'est pas ce que tu veux. Également, ce que tu peux faire, c'est t'offrir régulièrement quelque chose de spécial que tu tiens à avoir et qui te fait plaisir au moins une fois par mois. Alors tout cela, ces actions que tu vas mettre en place, ça te fera sentir méritant et abondant. Et plus tu te sens riche à l'intérieur de toi, plus tu vas attirer de richesses extérieurement. On passe maintenant au dossier numéro 11. J'espère que ces dossiers ils sont impactants pour toi et que tu vas essayer de mettre en place ces actions. Et je te conseille fortement de passer à l'action pour changer ton état d'esprit vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis de la vie. Le dossier numéro 11, il nous dit que les riches choisissent d'être payés selon leurs résultats et les pauvres choisissent d'être payés selon leur temps passé. Donc ça paraît logique, puisque on voit que les riches, eux, ils pensent aux résultats, alors que nous, on pense à échanger notre salaire contre du temps. Et ça, c'est pas bon. Le temps, c'est ce que l'on a de plus précieux dans la vie. Alors, c'est plus puissant que l'argent. Notre temps est limité. Alors réfléchis là-dessus. Tu veux être payé pour tes résultats ou pour ton temps passé? C'est l'un des principes fondamentaux en fait, puisque les pauvres préfèrent un salaire fixe, une sécurité mensuelle ou horaire. Mais cette sécurité, en fait, elle a un prix. Elle limite leur potentiel de richesse. Tu ne pourras jamais devenir riche en échangeant ton temps contre de l'argent, parce que ton temps est limité, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ici pour passer à l'action? Alors, si tu es salarié, propose à ton patron un système de rémunération basé sur les résultats, par exemple. Des primes, des commissions, des pourcentages sur des profits. Propose-lui d'être rémunéré sur tes résultats. Sinon, si tu es entrepreneur, fais de même avec ton équipe. Que chacun soit impliqué dans les bénéfices. Cela les motive davantage. Propose-leur d'être rémunéré sur les résultats. Et si tu penses que ton salaire ne reflète pas ta valeur, alors peut-être tu devrais envisager une autre voie. Créer ton propre projet, ta propre entreprise, pour choisir combien tu vas recevoir chaque mois. Tu seras rémunéré sur tes résultats et donc ça te boostera pour améliorer ton rendement. Tu peux aussi, si tu veux te lancer dans ton propre projet, tu peux commencer à temps partiel, le soir, le week-end, mais commence. Je t'assure que tu en verras les résultats. Parce qu'un petit supplément de salaire, le week-end ou le soir, ne changera pas ta vie. Mais ça changera ton modèle économique. Allez, on continue avec ces dossiers. Donc il y en a 17 pour rappel. Là on passe au dossier numéro 12 qui nous dit que les riches pensent les deux, les pauvres pensent l'un ou l'autre. Crois devoir choisir entre les deux. Une carrière réussie ou une vie de famille épanouie. L'argent ou une vie pleine de sens. Alors que les riches, eux, ils refusent les dilemmes. Ils refusent de choisir. Quand on leur pose ce genre de questions, ils répondent « je veux les deux ». Alors pose-toi la question suivante. Comment puis-je avoir les deux? Comment puis-je avoir une carrière réussie, une vie de famille épanouie? Comment puis-je avoir de l'argent et une vie pleine de sens? Cherche des solutions créatives pour équilibrer ta vie. Ne te limite jamais à une seule option par peur ou résignation. Il existe toujours un moyen d'obtenir succès et harmonie de vie à la fois. J'espère que ce dossier il a du sens pour toi et que tu vas pouvoir te poser cette question. Je t'invite même à faire pause ici et à écrire les solutions qui pourraient permettre d'équilibrer ta vie. Et ne te limite pas à une seule option. Écris 10 options qui pourraient équilibrer ta vie. Allez, on passe au dossier numéro 13. Les riches se concentrent sur leur patrimoine net et les pauvres, au contraire, se concentrent sur leurs revenus. La vraie mesure de la richesse n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu possèdes réellement, ta fortune.
Elle se compose de 4 éléments. Premièrement, tes revenus actifs et passifs. Deuxièmement, tes économies, c'est-à-dire les parties que tu gardes de côté. Troisièmement, tes investissements qui font fructifier ton argent. Le quatrième composant, le quatrième élément, c'est la simplification de ton style de vie. C'est-à-dire que tu dois réduire tes dépenses inutiles pour avoir besoin de moins et pour épargner plus et investir plus. Car plus tu simplifies ta vie, plus tu peux investir et plus ta richesse nette augmente. Donc, essaie de voir si tu peux augmenter tes économies. Commencer à investir un peu d'argent pour qu'il fructifie et à simplifier ton style de vie pour réduire ces dépenses inutiles qui te gênent dans ton quotidien, qui t'empêchent de grandir et de posséder plus. Allez, dossier numéro 14. Les riches gèrent bien leur argent et les pauvres le gèrent mal. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas d'argent à gérer. Et donc, comme ils pensent qu'ils n'ont pas beaucoup, ils disent que ça ne sert à rien de gérer. Mais c'est justement parce qu'ils ne gèrent pas leur argent qu'ils n'en ont pas. La gestion financière n'enlève pas de liberté, elle va créer de la liberté. Alors l'objectif que tu devrais avoir dans ta vie, ce serait de devenir libre financièrement. Et comment tu peux devenir libre financièrement ? Eh bien, c'est en divisant tous tes revenus que tu reçois en plusieurs comptes ou enveloppes, comme tu veux, si tu veux en espèces. Mais bon, je te propose ici de diviser en plusieurs comptes. Je te propose la méthode que nous donne Eker ici, c'est 10, 10, 10, 10, 10, 50. C'est-à-dire que 10% pour les investissements et la retraite, que tu ne dépenses pas, que tu investis pour plus tard pour ta retraite. Ensuite, 10% pour le plaisir et la détente. Tu vas profiter avec cet argent-là. Troisième compte dédié aux économies à long terme, pour un achat important, pour un projet futur, une maison, une entreprise que tu souhaites monter, que tu as besoin d'argent pour démarrer. Quatrième compte, c'est 10% pour ta formation et ton développement personnel. Ça, c'est super important parce que le plus important dans la vie, c'est de augmenter notre niveau de connaissance, de formation. Ensuite, un autre compte, c'est 10% pour les dons et la charité. C'est 10% que tu vas prévoir pour donner à une association, à des personnes qui en ont besoin. Et le dernier compte, c'est ton compte courant qui est utilisé pour tes besoins essentiels, pour manger, pour ton loyer, pour tes factures, pour ton transport. Alors ce système simple, en 6 comptes, peut t'aider à prendre le contrôle et à créer une structure de richesse. Le dossier numéro 15, il nous dit que les gens font travailler l'argent pour eux. Les pauvres, eux, au contraire, ils travaillent pour leur argent. Alors c'est un principe simple, il paraît logique, mais c'est un principe clé pour atteindre la liberté financière. Un revenu passif est un revenu qui continue à venir, même quand tu ne travailles pas directement pour lui. Alors essaie de viser ces revenus passifs. Il existe 2 grands types de revenus passifs. D'un côté, tu vas trouver l'argent qui travaille pour toi. Par exemple, les investissements, les actions en bourse, les obligations, l'immobilier, les fonds euros. Le deuxième grand type de revenus passifs, ce sont les systèmes qui travaillent pour toi. Par exemple, une entreprise automatisée, une franchise, des droits d'auteur sur un livre que tu as écrit, des loyers ou un logiciel que tu as créé. Les riches, eux, ils cherchent à développer ces sources, car elles ne dépendent pas ni du temps, ni de la présence physique. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ici pour passer à l'action, pour y parvenir ? Tu dois te former à l'investissement financier, à la bourse, à comment investir dans l'immobilier, par exemple. Tu dois créer aussi ou acheter des actifs qui génèrent des revenus sans ta supervision constante, sans que tu sois présent, même quand tu dors. Tu dois aussi, pour y parvenir à cette liberté financière, remplacer progressivement ton revenu actif, c'est-à-dire ton travail,
par du revenu passif quelconque. C'est à ce moment-là que ton argent commencera réellement à travailler pour toi. Et je t'invite à faire une réflexion là-dessus et à trouver les moyens de te former. Choisis une formation, commence maintenant sur l'investissement. Essaie de trouver un moyen d'investir aussi dans l'immobilier. Et essaie de remplacer ton revenu actif, ton travail par un revenu passif. Peut-être en commençant par un projet, montant une entreprise, en créant des vidéos sur YouTube, je ne sais pas. À écrire un livre qui pourra te rapporter des droits d'auteur et des revenus à vie. Je t'invite à te poser maintenant et à réfléchir là-dessus. Et nous, de notre côté, on continue avec le dossier numéro 16 qui nous dit que les gens agissent malgré la peur. Et les pauvres laissent la peur les arrêter. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens, c'est d'attendre que la peur disparaisse avant d'agir. Les pauvres disent souvent « Je veux créer mon entreprise, mais j'ai peur d'échouer, de ne pas réussir. » Alors, ils cherchent des excuses. Ils lisent des dizaines de livres, écoutent des centaines de podcasts, mais ne passent jamais à l'action. Les riches, eux, au contraire, ils agissent malgré la peur. Tu n'as pas besoin de te débarrasser de la peur pour réussir, tu dois apprendre à avancer avec elle. Tu dois accepter qu'elle existe et en faire ton allié. Alors qu'est-ce que je te propose ici ? Qu'est-ce que nous propose Eker là-dessus ? C'est que tu dois écrire tes 3 plus grandes peurs liées à l'argent. Pour chacune des peurs que tu as écrites, tu vas décrire ce que tu ferais si elles se réalisaient. Cela te montrera que tu peux survivre, t'adapter et continuer malgré la peur. Ça te permettra d'affronter cette peur et réaliser qu'en fait, elle ne fait pas partie de toi. Elle va t'accompagner dans les moments difficiles et toi, tu vas pouvoir l'affronter. Qu'est-ce que tu peux faire aussi ? C'est que tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas parler à des personnes que tu n'oses pas aborder dans la vie de tous les jours. Tu vas demander peut-être une promotion à ton responsable, à ton supérieur hiérarchique. Tu vas, si tu es entrepreneur, augmenter tes prix. Tu peux tester, ça ne te coûte rien. Tu peux aussi, et ça je te dis fortement, engage-toi à le faire, à remplacer tes pensées négatives. Quand tu te dis « je ne peux pas », « j'ai peur »,« je n'ose pas »,« je n'ai pas envie », remplace-les par des affirmations positives et constructives. Je vais y arriver, je vais oser passer le premier pas, je vais parler à cette personne, je vais me motiver pour réussir. Je suis quelqu'un qui réussit. Engage-toi à passer à l'action, même d'une action imparfaite, mais il vaut mieux une action imparfaite qu'une non-action, que ne rien faire. Comme le dit Eker dans le livre, le plus difficile, ce n'est pas de sauter en parachute, c'est de sauter. Une fois que tu es dans les airs, tu fais le nécessaire pour t'en sortir. Je t'invite à y méditer là-dessus. Allez, on passe au dernier dossier de ce livre, des 17 fameux. Les riches apprennent et grandissent constamment. Les pauvres croient déjà tout savoir. La seule manière de devenir riche, en fait, c'est d'apprendre à jouer le jeu de l'argent. Personne ne naît en sachant investir, créer une entreprise ou gérer des finances. Cela s'apprend et cela doit se cultiver toute la vie. Les riches se forment sans arrêt. Ils lisent au moins un livre par mois. Ils écoutent des podcasts comme notre podcast ici, les résumés du succès. Et je t'invite également à lire, à écouter mes autres podcasts, mais aussi à acheter les livres, à te les procurer pour que tu les relises et que tu vois davantage de détails que ce que je te propose ici. Alors les riches, eux, donc, ils lisent des livres, ils écoutent des podcasts, ils assistent à des séminaires sur l'argent, le développement personnel et les affaires. Ils se font accompagner par des coachs sportifs, des coachs en investissement ou des mentors pour rester responsables et progresser constamment dans leur vie. Ils cherchent à progresser. Alors fais de même. Commence aujourd'hui. Achète ton premier livre. Écoute
plus de podcasts, passe à l'action surtout. Et cherche des coachs qui vont te permettre de progresser. Les riches se forment, s'informent et investissent intelligemment. Alors, apprends à investir en bourse. Apprends à faire fructifier ton argent pour qu'il travaille pour toi. Ensuite, tu peux aussi investir dans l'immobilier, dans des terrains, dans des maisons, dans des appartements, peu importe. L'essentiel, c'est ici, avec ce résumé, que tu puisses changer ton approche vis-à-vis de l'argent et de passer des revenus actifs, ceux qui dépendent de ton travail, aux revenus passifs, ceux qui te génèrent de l'argent sans ta présence. Pense revenus passifs plutôt que actifs. Alors pour terminer ici, ce résumé, je vais terminer par la clé du livre selon Harv Eker. Il nous dit que les riches suivent la formule être, faire et avoir. Alors que les pauvres, eux, ils pensent avoir, faire et être. Les pauvres disent que si j'avais de l'argent, je pourrais faire ce que je veux et je serais heureux. Mais les riches, eux, au contraire, ils raisonnent à l'envers. Ils pensent à l'envers. Ils disent plutôt, si je deviens une personne prospère, alors je ferai ce qu'il faut pour avoir ce que je veux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici ? Le succès commence par l'identité. Ça commence par ce que tu choisis d'être aujourd'hui. C'est ton état d'esprit qui détermine tes actions et tes actions vont produire tes résultats. Alors commence aujourd'hui à changer ton identité pour adopter celle qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Qui est-ce que tu veux devenir ? Quelle personne veux-tu être ? Tu veux devenir sportif ? Alors dis-toi, je suis un sportif sain qui travaille tous les jours pour améliorer mon physique et ma santé. Et ce n'est qu'un exemple. Commence par réfléchir là-dessus. Quelle identité veux-tu avoir ? À quelle personne veux-tu ressembler ? Et commence aujourd'hui par adopter les comportements qui t'amèneront vers cette personne. Allez, on en a terminé pour le résumé de ce livre. Pour conclure, j'aimerais te dire que pour changer tes résultats financiers, tu dois d'abord changer ton programme mental. Comprends ton modèle de l'argent, tes croyances inconscientes qui te bloquent, puis remplace-les par des pensées positives et des habitudes positives. Avec de la gratitude, de la discipline, de l'action, de l'apprentissage, de la générosité et aussi du courage pour affronter tes peurs. Même si tu n'as pas encore 1 million sur ton compte, si tu penses, si tu agis et apprends comme une personne qui a déjà ce million sur son compte, tu es déjà riche en potentiel. Tu as déjà une vision, tu as déjà une identité sur laquelle t'accrocher pour y ressembler et commencer aujourd'hui à passer à l'action. Alors, change ton esprit et tu changeras ta vie. Allez, j'espère que cet épisode t'aura apporté de la valeur. Comme d'habitude, je t'invite à me laisser un commentaire sur ce que tu en as pensé et n'hésite pas à partager ce podcast pour apporter davantage de valeur à d'autres personnes autour de toi. Et laisse un j'aime si ce résumé t'a plu. Je t'invite également à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Également, laisse un commentaire sur ce que tu veux, sur tes expériences sur le sujet. Je suis friand de savoir comment ça se passe pour toi dans ta vie et quelles choses tu vas mettre en place aujourd'hui. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.